Henri Delair-Schneider, bonjour. Vous êtes Bonjour. historien, professeur à l'Université de Liège, spécialiste du populisme, des nationalismes, des tendances qui fleurissent à nouveau en Europe et sur lesquelles vous avez publié plusieurs livres. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un soufflet. Désolé, il est un petit peu retombé, mais précisément, vous venez de publier L'Europe du mythe à la réalité et on peut se demander si entre les deux, le soufflet européen n'est pas aussi un peu retombé. Si, non seulement il est retombé, mais il est maintenant en grand danger. L'histoire de l'Europe a connu comme ça des hauts et des bas, et très souvent, lorsque la situation paraissait périlleuse, la plus dangereuse, elle a toujours rebondi. Mais cette fois-ci, le péril est plus grand que par le passé. Il y a une menace sur la démocratie en Europe. Il y a des menaces sur la démocratie à cause du retour des nationalismes, et des nationalismes particulièrement haineux. Et vous savez que Orban a parlé de démocratie illibérale. Mais où va-t-on lorsque la maison démocratique et l'Europe démocratique n'est pas parfaite, mais si on remet en cause ses fondamentaux, eh bien ce sont des funestes dérives que je crains personnellement. Alors regardez précisément cette photo, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, avec Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, figure de proue du nouveau nationalisme en Europe. Donc, vous dites, il représente une menace pour l'Europe et vous craignez de voir le futur Parlement européen. Il y a des élections dans quelques semaines. Vous me présentez deux fossoyeurs de l'Europe. Évidemment qu'il faut absolument lutter contre ces apprentis sorciers qui mettent en cause, qui remettent en cause la construction européenne. Et dont les idées se propagent. Les idées se propagent, particulièrement quand même à l'est de l'Europe, mais il y a une porosité qui se crée avec des formations politiques à l'ouest, et je trouve que là, ce sont vraiment les apprentis sorciers. Et quand on a des individus de cette espèce face à nous, on ne peut que former une résistance. Il faut absolument créer des antidotes face à ces discours démagogiques, à ces discours nationalistes. Le nationalisme, tôt ou tard, c'est la guerre. Alors revenons à votre livre. Il est sous-titré « Histoire d'une idée ». L'Europe, c'était une bonne idée? Évidemment que c'est une bonne idée. Et c'est une idée ancienne. Déjà dans le passé, au Moyen-Âge, qui se souvient par exemple de Georges Podier-Brat, qui était un roi de Bohême, qui avait déjà imaginé une confédération européenne avec une supranationalité et une sorte de conseil européen pour éviter les guerres. Et Erasme, bien sûr, l'European Trotter. Le premier Européen, comme on l'a surnommé. C'est Erasme. Or maintenant, qu'est-ce qui se passe? On attendait Erasme, on l'attendait. Et qu'avons-nous trouvé? Une cohorte d'experts comptables. Mais oui, on ne peut pas édifier une supranationalité européenne avec des éléments de langage où on retrouve des critères de convergence, où on retrouve toute une série de mots mais qui ne parlent pas à l'affectivité des populations européennes qui se sentent menacées aujourd'hui. Vous voulez dire que l'Europe, c'est trop compliqué? C'est trop compliqué. Mais c'est un discours populiste, ça. Non, le mot populisme, c'est d'abord un mot qu'on utilise comme le point Godwin. Pour se débarrasser d'une réflexion qui gêne. Et à ce moment-là, le débat serait terminé. Mais je sais qu'avec vous, je vous remercie, il va continuer. Donc, il faudrait que les institutions européennes soient mieux comprises et que ceux qui sont à leur tête ne soient pas perçus comme des membres d'une technocratie, ou d'une Olympe technocratique, parce que c'est à ce moment-là que les peuples qui ne se sentent plus protégés, on va dire, par un ultralibéralisme actuel, eh bien, à ce moment-là, cette mésentente va devenir un désamour, et c'est ce désamour qui peut être le terreau des dérives nationalistes. L'Europe, elle a quand même des réussites à son actif. Elle a assuré la paix depuis 1945. C'est la plus grande. À part en Yougoslavie. Oui. Et elle a reçu d'ailleurs le prix Nobel il y a quelques années pour cette réussite. Mais ça, c'est bien. Parce qu'en fait, tout mon parcours
historique donc, dans le livre. Je vous remercie donc, de l'avoir montré, de m'avoir invité. Tout ce parcours, en fait, des penseurs de l'unité européenne, Erasme, au début du XVIIIe siècle, l'abbé de Saint-Pierre, vous avez, qui était un esprit des Lumières, vous avez Victor Hugo. À chaque fois, ce qui a été mis en avant est ce qu'enfin, l'Europe pourrait se débarrasser des guerres. Et ça, c'est une obsession de tous ces penseurs. Donc déjà sous Erasme, avec Victor Hugo, c'est la lutte contre les nationalismes et l'idée d'une supranationalité. Sortir de ces différends par une institution supranationale, par une sorte de cour de justice qui évite justement le fracas des armes. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas. À cette supranationalité, elle est toujours contestée par les États. Ce sont les États qui sont les ennemis de l'Europe, en fait. Parce qu'ils freinent trop. Perte de souveraineté. Oui. Et alors, peut-être pourrait-on arriver à ce que Habermas, le philosophe, appelle une nationalité constitutionnelle. Ça paraît fort abstrait, mais tout de même, que l'on adhère à l'idée d'état de droit et que l'Europe ne soit pas uniquement ancrée dans du sol, dans la glaise. Oui, on peut avoir un sentiment patriotique, les racines de l'arbre, mais ça n'empêche pas les branches et les feuilles et les fleurs du printemps de revenir. Les deux sont possibles. C'est ça qui fait une Europe et c'est ce qui fait un être humain. Henri de Lerchneider, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix. Vert écologique. Vert, c'est dans l'air du temps. Alors. Un populiste vaut-il mieux qu'un dictateur? Ben, je vais vous dire que généralement, les populistes virent vers la dictature. C'est la pire des choses. Généralement, le recours à la démagogie, tôt ou tard, risque d'arriver à de l'antidémocratie ou à des pouvoirs personnels autoritaires. Donc je me méfie de tous ceux qui parlent à autre chose ou par autre chose que la raison. Là, l'émotion peut exister, mais elle doit être fécondée par la raison et par la réflexion. Henri de Lerchneider, merci d'être venu au bar de l'Europe. On va s'attaquer à ce soufflet, même s'il est un peu retombé, mais bon, on va essayer de le faire revivre.